Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim, un épisode dans lequel on va revenir sur les deux matchs de la semaine, à savoir le déplacement en Russie contre le CSKA à Moscou et la réception de Caen en championnat, c'était ce dimanche. Donc voilà, on va revenir sur ces deux matchs et puis on va parler un petit peu de l'actualité de l'OL, notamment de ce qui se passe sur Twitter avec Jean-Michel Aulas. Je vais un peu vous livrer mon sentiment là-dessus, mon analyse. Et puis on va terminer en essayant de voir comment ça peut se passer pour Lyon, à la fois sur la réception de Moscou demain en match retour, et le déplacement de dimanche à Marseille, qui est déjà absolument capital, qui est l'un des tournants de la saison. On va voir comment l'OL peut gérer ça, malheureusement, ce sera en l'absence de Fekir. Allez, c'est parti. Alors, contre le CSKA en Russie, Lyon se pointe avec un 4-3-3, comme souvent en l'absence de Fekir, avec le milieu Ndombele, Aouar, Touzard. Donc on assiste à un début de match très prudent des Lyonnais sur une pelouse mais complètement éclatée, absolument indigne de la Coupe d'Europe. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible pour l'UEFA de sanctionner les clubs qui font jouer les matchs sur des pelouses pareilles, mais franchement c'était absolument pas sérieux quoi. C'est-à-dire que sur certains pas, sur certains appuis, tu voyais du sable carrément... Enfin, les mecs... Enfin, on joue au foot ou c'est comment? J'avais rarement vu ça quand même. Et à la limite, quand tu vois ça en championnat ou en Coupe de France, face à des petits budgets, mais là c'est le CSKA à Moscou quoi. C'est la Coupe d'Europe, enfin je sais pas, il y a peut-être des mesures à prendre pour que ça arrive pas. Parce que là, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles pendant ce match. Je vais pas troller au point de dire que la pelouse a empêché l'OL de développer son jeu basé sur la qualité technique. Mais bon, c'est vrai que si t'essayais de jouer, d'aller vite, de redoubler les passes, de faire des appuis un petit peu risqués sur ce genre de pelouse, bah c'est le meilleur moyen de te faire un genou, très clairement. Donc voilà, une pelouse qui ne favorise pas le spectacle. Déjà que Lyon n'a pas besoin de ça ces derniers temps, là clairement c'était juste donner le bâton pour se faire battre en termes de spectacle. Au fil des minutes, on assiste à un réveil du CSKA. Le CSKA est un petit peu plus haut sur le terrain et va se créer quelques occasions, c'est rien de fou. Mais bon, ils sont un petit peu plus entreprenants, on va dire, au fil des minutes. Mais concrètement, l'OL gère. Bon, la production offensive est encore une fois très limite. Il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est pas l'OL qu'on veut voir. Mais bon, en Coupe d'Europe, surtout à l'extérieur en Russie, d'aucuns diront que c'est le résultat qui compte. J'ai tendance à comprendre ce point de vue dans une certaine mesure. C'est vrai que la qualité du jeu, on s'en foutait un peu tant que la victoire était là. Et la victoire va être là grâce à un but sur corner de Marcelo. Un corner bien frappé par Memphis. Bon, c'est pas du tout un grand match, mais voilà, comme je l'ai dit, à l'extérieur en Coupe d'Europe en Russie, on peut s'en satisfaire. S'en satisfaire, oui. Après, encenser l'OL comme ça a été fait par la suite, c'est juste complètement ridicule, quoi. Lyon a fait un bon résultat. De là à dire que Lyon a fait un bon match, non, pas du tout. C'est un match solide, c'est un match courageux, à la limite. On peut avoir tous ces adjectifs-là, moi ça me va. Dire que c'était un bon match de football, un gros match, tout ce que vous voulez, non, c'était mauvais en termes de contenu. Mais bon, le résultat est là, donc on va s'en satisfaire. Et on va passer au match contre Caen. Alors le match contre Caen, il y a un début de match qui est très poussif, j'ai trouvé. Bon, on commence à avoir l'habitude malheureusement. Des imprécisions techniques auxquelles pour le coup on n'était pas encore habitué. C'est-à-dire que souvent, quand Lyon est mal, il y a techniquement des choses qui sont pas au point. Mais là, c'était quand même à part ce qui s'est passé. Enfin, franchement, j'ai vu des choses, mais en poussant, tu les rates pas. Des passes à 3 mètres qui sont ratées, les joueurs qui se regardent pas avant de se donner le ballon, donc du coup ça part en touche. Franchement, très compliqué, très moche à voir ce début de match, même sur le plan technique. Alors que Lyon ait des lacunes sur le plan tactique, sur le plan de l'organisation et de l'animation, c'est pas nouveau. Quand même, normalement, t'as fait en sorte que les joueurs de ton effectif sachent faire une passe à 3 mètres. En face, Caen était avec une défense à 5, on va dire. Ils ont compris ce qu'il fallait faire. Ils ont éliminé l'OL en Coupe de France il y a pas longtemps, donc ils savent très bien comment ça marche. T'es solide derrière, tu laisses l'initiative à Lyon et t'es à peu près sûr de passer un match relativement tranquille, en sachant que tu auras des opportunités en contre. Donc Lyon ne perce pas cette défense à 5 et a même beaucoup de mal à se créer des occasions. Au milieu de ça, au milieu de ce manque de productivité et de ces erreurs techniques, j'ai apprécié moi Jordan Ferry. Parce que c'est quelqu'un à qui on peut trouver énormément de défauts. Je suis le premier à dire qu'il en a, il n'y a pas de souci. Mais il y a une chose qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il joue vite. Il va pas multiplier les touches de balle quand il peut, et surtout, il va avoir l'envie de se projeter. Alors, c'est souvent mal fait, parce qu'il n'a pas du tout les capacités pour le faire bien.
mais au moins il y a l'intention et ça a apporté quelque chose, j'ai trouvé. Au moment où le reste de l'équipe faisait 4-5 touches de balle avant de se rendre compte qu'il n'y avait pas de solution devant et de donner vers l'arrière, lui il allait jouer en 1 ou 2 touches pour essayer de trouver un attaquant et voire même essayer d'initier une combinaison. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que c'était un registre qui manquait parfois à l'OL, cette espèce de jeu plus direct quoi. Et surtout qui repose pas sur des différences individuelles, mais sur des passes, sur des débuts de combinaison. Bon voilà, je trouve que Ferry est très très injustement critiqué et surtout très lourdement critiqué. Là, j'ai bien aimé son début de match. A l'inverse, on avait un Bertrand Traoré qui était en grande difficulté. C'est pas compliqué, il a tout raté. Ça lui arrive parfois de passer à côté d'un match, mais c'est vrai que quand ça arrive, c'est quand même moche. Hein. Et du coup, ça faisait que le côté droit de l'OL était complètement improductif. Donc globalement, on est sur un match avec une production offensive qui est quand même loin du compte. Il y a une action qu'on peut retenir de cette première mi-temps, c'est quand Miziane va solliciter le 1-2 avec Mariano, qui joue en appui et qui lui remet. C'est la plus belle occasion de l'OL sur la première mi-temps. Et t'as envie de te dire, mais les mecs, pourquoi vous faites pas ça plus souvent? Enfin, je sais pas. Au lieu de jouer sur Bertrand Traoré, à qui tu demandes de centrer alors qu'il est sur son mauvais pied parce que c'est un ailier inversé, pourquoi il n'y a pas plus de combinaisons dans le cœur du jeu? Pourquoi la solution, ce serait forcément d'écarter le jeu en permanence, au lieu d'utiliser ta qualité technique qui est supposée supérieure pour créer des combinaisons à l'intérieur du jeu et libérer les espaces, avec la projection de tes milieux et de tes ailiers qui rentrent. Bon, je sais pas, mais moi j'ai trouvé cette action très intéressante et t'as envie de te dire « Ah ouais, mais c'est vrai que quand l'OL joue, c'est bien ». Bon voilà, moi c'est le genre de choses que j'ai envie de voir plus souvent. Le problème c'est qu'on le voit très très rarement et en fait c'est plus une évocation comme ça qui arrive, on sait pas trop pourquoi, qu'une vraie base du jeu, alors que pour moi, ça devrait en être une. En seconde mi-temps, notamment, on va voir Caen qui se crée les occasions, mais sans parvenir à marquer. D'ailleurs, heureusement, parce que quand on a vu les sifflets du stade à la mi-temps, quand on a vu les banderoles qui sont sorties au virage sud, à mon avis, si Crivelli met sa tête au lieu de la mettre sur le poteau, ça peut être une fin de match relativement tendue en tribune. Alors, incomparable avec ce qui s'est passé à Lille, mais quand même, à mon avis, il y avait 2-3 personnes qui en avaient sur plus que marre, et qui était prête à le faire entendre. Donc Lyon laisse passer l'orage, Crivelli touche le poteau, il y a toujours 0-0, et au final, Lyon va marquer avec beaucoup de réussite, un centre contré 2 fois et Traoré qui est bien positionné dans la surface et qui arrive à en profiter. Ça va sauver son match. Certains diront qu'il a été important parce qu'il a marqué, il ne faut pas oublier que dans le contenu, il a été strictement désastreux. C'est vrai qu'il est là au bon moment, il marque et il tire l'OL d'une mauvaise passe, parce que même s'il y a eu 2-3 occasions, ça a été encore loin d'être fou. Et le 0-0 laissait penser que Lyon se dirigeait vers un énième match avec une production offensive décevante, un mauvais résultat, voire même que Lyon pouvait s'exposer en contre et risquait de lâcher ce match. Donc de ce match, moi, comme je l'ai dit, je retiens un début de match intéressant de la part de Jordan Ferry. Je retiens la grosse activité de Ferland Mendy sur son côté, mais comme à son habitude, je l'ai trouvé très intéressant dans le sens où lui, il va pas avoir peur, il va créer, il va rentrer sur son pied frappé, il s'en fout. Il n'est pas inhibé comme peuvent l'être le reste de ses coéquipiers parfois. C'est un vrai vent de fraîcheur sur son couloir. Et je le trouve très dynamique, très mobile, et je pense que c'est à souligner. J'ai aussi beaucoup aimé la performance de Maolida. Il y a eu des sifflets à sa sortie, j'étais pas au stade, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'était destiné à lui ou pas, mais dans tous les cas, on s'en fout, c'est anecdotique. Je l'ai trouvé très bon, j'ai trouvé qu'il avait les bonnes idées, et que même si techniquement c'était parfois pas toujours au point, même s'il avait tendance à en faire un peu trop, je pense que c'est un bon joueur, je pense que c'est quelqu'un qui peut commencer à frapper à la porte du groupe professionnel quand certains ne sont pas au point. Je pense à Traoré, je pense à Cornet, je pense à Depay quand ils sont pas en réussite. Je pense que Miziane est une option intéressante si bien sûr on ne le fait pas rentrer à 5 minutes de la fin. S'il a un peu de temps de jeu, s'il continue dans ce registre-là, ça peut être une alternative intéressante et ça peut être un joueur qui va progresser jusqu'à devenir un atout offensif pour l'OL. Et puis voilà, j'ai pas du tout aimé le match de Traoré, mais je vais pas revenir là-dessus, je vais pas l'accabler, ça arrive à tout le monde de rater un match. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, en ce moment je suis plus dans l'idée de souligner les défauts collectifs de l'OL plutôt que les défaillances individuelles, parce que les défaillances individuelles, pour moi, déjà, elles peuvent résulter des problèmes collectifs et tactiques, mais surtout, c'est pas du tout le problème à l'OL en ce moment. Il y a suffisamment de joueurs de qualité pour que si un joueur fait un mauvais match, bah tu le remplaces, tu le bouges un peu dans le système, bref. Je pense que les défauts individuels sont loin d'être les problèmes majeurs à l'OL en ce moment. Donc on va retenir un match, encore une fois très pauvre sur le plan offensif, avec un contenu très décevant. Même si le résultat est là, ça n'est pas du tout de nature à rassurer les supporters et les observateurs. Ça fait plusieurs fois que je me retiens d'en parler, mais je vais quand même vous parler des commentateurs de beIN Sport, parce que là, ils ont quand même été à un autre niveau les deux sur le match. En fait, leur narrative en première mi-temps, c'est l'OL manque d'envie,
parce qu'ils ont fait un gros match contre le CSK en Russie, et là, ils sont pas bons. Donc en fait, les mecs, en disant ça, admettent publiquement qu'ils n'ont pas vu le match à Moscou. Ou alors, moi, je comprends plus rien au foot et on arrête tout. Dire que Lyon a fait un bon résultat, encore une fois, oui. Mais dire que Lyon a fait un bon match en Russie, enfin, c'est un manque de respect pour ceux qui se sont farcis le match, quoi. C'est impossible de dire ça. Je sais même pas comment tu peux dire ça. Un bon résultat, c'est pas un bon match. Quand tu analyses un match, la priorité, c'est de te défaire du résultat. Oui, le résultat, c'est quand même ce qui va compter au final. Mais dans l'analyse, quand tu cherches à comprendre ce qui s'est passé, tu ne peux pas te baser sur le résultat, et surtout le résultat ne peut pas être ton point de départ. Sinon, tu en arrives à des inepties pareilles en disant « Ouais, c'est vrai que Lyon a fait un très bon match en Russie et tout machin. » Non, 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 pas du tout. Et puis je passe sur le fait qu'ils nous ont parlé de tout. Le manque d'envie, la fatigue, les problèmes physiques, le problème mentaux. Ils nous ont tout fait. Encore une fois, il y avait tous les éléments possibles pour expliquer les galères de l'OL pendant ce match, sauf bien sûr des problèmes tactiques. Hein, ça, non. Bien sûr que non. C'est quand même à se demander pourquoi il y a des gens qui se font chier à parler de tactique, vu qu'apparemment, selon les commentateurs de beIN Sport, ça n'existe pas. Non mais sans déconner, ils n'en parlent jamais. Mais ces deux-là en particulier, hein. Il y a des gens comme Julien Brun, il y a des gens, ils font un super taf quand ils commentent l'OL et c'est vraiment agréable, mais les deux là qui sont sur le match de 17h, c'est systématiquement un calvaire. Bon là, voilà, il fallait que ça sorte, parce qu'ils ont été vraiment odieux sur le match. On passe à autre chose, le coup de gueule est poussé. Il fallait quand même que je parle de Jean-Michel Aulas aussi. Comment vous dire, c'est assez triste et ça me fait de la peine de voir quelqu'un à qui j'avais l'impression de devoir le succès de mon club être en train de partir en sucette à ce point-là. Enfin, là, il faut faire quelque chose au bout d'un moment. Déjà, retirez-lui son téléphone, bordel. Mais c'est n'importe quoi. Moi, j'ai jamais été aussi énervé par ces tweets. Traiter Puy de Bois, un ancien gardien de ton club, un ancien de ton club, et surtout un mec qui est très très souvent au stade, qui est très très souvent autour de l'OL. Perso, j'ai jamais entendu un seul retour négatif sur lui. Voilà, ça a toujours été quelqu'un que moi je vois comme un mec sympa, accessible, plutôt cool, détendu. Je vois pas du tout pourquoi tu t'attaques à lui comme ça, surtout sur le plan du physique. C'est immonde et c'est indigne de l'OL, mais faut se rendre compte à un moment que Jean-Michel Aulas, il a beau être chez lui, il a beau être tout ce qu'il veut, ça reste quelqu'un qui représente l'Olympique Lyonnais. L'institution, comme il passe son temps à le dire. Est-ce que l'institution a envie d'être représentée par ça? Est-ce que, quand on parle de l'Olympique Lyonnais, c'est des propos de la sorte dont on a envie de parler? Franchement, hein, quand je vois ces propos, je me dis, mais allez, c'est bon, stop, je ne veux pas être associé à ça d'une manière ou d'une autre. Et ça fait de la peine, encore une fois, je me répète, quand tu vois quelqu'un qui a propulsé l'OL aussi haut dans le football européen, ça fait beaucoup de peine de voir ça. Alors en plus, les propos après sur les journalistes m'ont touché, parce que ça fait plusieurs fois que je trouve que Jean-Michel Aulas a un comportement très très limite avec les journalistes, mais surtout que les journalistes sont gentils avec l'OL, il va falloir se mettre ça en tête. Je trouve qu'ils sont relativement, alors je vais pas dire complaisants, mais arrangeants, on va dire en tout cas. Ils sont pas du tout dans l'optique de flinguer Bruno Genesio, ils sont pas du tout dans l'optique de créer la zizanie, loin de là, parce que si tu voulais le faire, à mon avis, il y a longtemps que ce serait fait. Franchement, ben voilà, je sais pas, je les ai trouvés tous très très gentils avec l'OL. Et balancer quelqu'un, surtout prendre quelqu'un en photo à son insu, alors que Jean-Michel Aulas ne faisait pas partie du déplacement. Moi, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est que c'est organisé. C'est que Aulas a dit à quelqu'un, il lui a envoyé un message, il lui a dit « Bon, prends-moi une photo en scred des mecs du Progrès, parce que là, il faut que je fasse un tweet, ils ont fait un article absolument scandaleux. » C'est quoi ton projet? Sans déconner, c'est n'importe quoi. Et ça fait de la peine de voir que ton club et ton président, à qui tu as l'impression d'en devoir tant, en arrivent là. Franchement, c'est touchant dans le mauvais sens du terme. Donc voilà, c'est vrai que moi, pour le coup, ça me blesse personnellement de voir que mon club en est arrivé là. Ça me blesse de voir que mon club est représenté par ça. Ça me blesse de voir que mon club insulte des anciens et des consultants qui sont au demeurant très bons sur le plan du physique. Enfin, on est arrivé à cette bassesse-là. Et c'est complètement indigne de l'institution OL, comme on dit. Alors, encore une fois, on va se rappeler de ce qu'est Jean-Michel Aulas. On sait que sa technique, c'est d'allumer des contre-feux et d'attirer le regard sur lui quand il ne veut pas qu'on parle d'autre chose, quand il y a des sujets gênants au club, il va systématiquement déraper, comme on dit, pour attirer l'attention sur lui. Donc, la meilleure réponse qu'on peut apporter face à ça, c'est de continuer à parler de ce qui dérange, à savoir le jeu, le contenu. Donc, restons concentrés sur le jeu, restons concentrés sur les performances de l'OL, parce que c'est ce qui importe au final. Bon, maintenant on va se pencher sur l'avenir de l'OL. Il va y avoir un match demain contre le CSK qu'il faudra bien négocier. Alors, Moscou, je les avais quand même
relativement surestimés. De par leur performance dont j'avais le souvenir en Ligue des Champions, j'avais l'impression que c'était une bonne équipe. Bon là franchement dans le match aller, ils ont montré que c'était une équipe très limitée. Et donc si l'OL est sérieux, à mon avis ça devrait le faire. Et puis surtout il y a le match contre Marseille dimanche, donc c'est un tournant de la saison. Au match aller c'était déjà le cas et on se rappelle que Lyon avait réussi malgré un contenu assez décevant à arracher la victoire. Là, j'ai du mal à être optimiste. Alors je sais que Lyon arrive à se transcender dans les grands matchs, tout ça. Mais même si Marseille est en perte de vitesse ces derniers temps dans le jeu, ça reste une équipe qui est solide, qui a des principes en place et des individualités qui peuvent créer la différence à tout moment. Je ne dis pas que l'OL va perdre, mais je dis que je suis pas très confiant. Mais à mon avis, ça va être un très très gros match. Si Lyon perd ce match, ça risque d'être très très compliqué pour la suite de la saison parce qu'il n'y aura plus rien à jouer en championnat. Et selon ton tirage en Europa League, tu peux vite te faire sortir. Globalement, ces 3 jours sont les plus importants de la saison. Tout le reste a été vendangé. Toutes les autres occasions de disputer quelque chose, d'avoir un peu d'enjeux dans la fin de la saison ont été gaspillés. À mon avis, c'est la dernière chance de l'OL de pouvoir soit recoller un peu sur les talons de Marseille, soit pouvoir continuer à avancer en Coupe d'Europe. Donc ça va être absolument primordial ces 2 matchs. À noter que Fekir ne sera pas là, donc ça rend forcément la tâche très très difficile. Forcément Fekir, on a très très peur quand on dit qu'il a mal au genou, quand on dit qu'il va devoir subir une arthroscopie, tout ça. Bon, c'est pas du tout de nature à nous rassurer. Il faut juste espérer que d'autres individualités prendront leurs responsabilités, à commencer par l'entraîneur finalement. Bon voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite un très bon match contre le CSK demain et contre Marseille dimanche. Ça va être 2 matchs qui vont être très très importants et j'espère qu'on va voir du football enfin. Ça fait tellement longtemps. Sans déconner, c'est quand le dernier match où vous vous êtes dit « Putain, ça fait du bien de voir du foot. Putain, qu'est-ce que l'OL joue bien ». C'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit ça ? Donc on va espérer que le football soit de retour au moins sur l'une des 2 confrontations. Et à défaut de ça, on va prier pour que l'OL fasse des bons résultats. Voilà, on débriefera tout ça la semaine prochaine. Ça va être un épisode très très lourd la semaine prochaine parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon match demain et dimanche, un très bon week-end et je vous dis à mercredi prochain.